Et je vous le disais, nos invités sont déjà là et ils m'attendent pour parler autonomie stratégique et deux piliers essentiels. Geoffrey Célestin Urbain, Général Perrotte, merci beaucoup. On parle gouvernance et collectif, un des piliers évidemment incontournables en matière d'autonomie stratégique. On est ici évidemment au Cybercampus, un lieu emblématique, une nouvelle feuille de route que vous venez de présenter et qui a évidemment cette ambition de rassembler, cette ambition du collectif et donc de replacer la gouvernance avec aussi un maillage territorial fort. Et là, je fais référence évidemment aux campus cyber régionaux. Comment ambitionnez-vous de renforcer cette gouvernance numérique au service de la cybersécurité ? En jouant en collectif, tout simplement. L'ADN du campus cyber, c'est par essence de regrouper les principaux acteurs de la cybersécurité et du numérique de confiance. Et c'est vraiment l'ADN du campus depuis le début. Donc on a des acteurs publics, des acteurs privés. Et on a exactement la même approche avec les campus cyber territoriaux. On ne va pas tout décider depuis Paris ou depuis la Défense. Et donc on a la chance d'avoir ces campus cyber territoriaux. Il y en a 7 actuellement qui sont labellisés, qui entrent dans le réseau qui est animé par le campus cyber national. Donc une des premières choses que j'ai faites, c'est effectivement prendre la tâche de ces campus pour faire une feuille de route commune, histoire qu'on n'ait pas 7 feuilles de route différentes et qu'on bosse dans le même sens. Sinon, on aura du mal à relever les défis de la cybersécurité qui nécessitent de travailler tous ensemble. Pour travailler tous ensemble, il y a aussi cet enjeu de réglementation. Alors souvent, on le perçoit comme une contrainte. Vous pensez que c'est une véritable force. Comment vous saisissez de ce sujet pour faire émerger cette économie européenne de la cybersécurité ? Alors oui, la réglementation, c'est quand même une opportunité effectivement de prise de conscience et puis ça fait bouger les acteurs. Les acteurs qui, bien souvent, en l'absence de réglementation, hésiteraient à se lancer dans ce qui peut être perçu comme un investissement un peu coûteux, alors même qu'il est rentable, fondamentalement. Se protéger, c'est une bonne chose. Donc oui, la réglementation DORA, NIS 2, pour nous, c'est un tremplin, effectivement. Et justement, elles apportent une certaine massification de la cyber-résilience en Europe. Et donc, nous, notre rôle au campus, c'est d'accompagner cette massification en faisant en sorte que toutes les entités qui aujourd'hui sont loin de la cybersécurité, mais qui vont devoir rentrer dans cette mécanique réglementaire, un bon paquet de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, des collectivités locales, que tous ces acteurs-là utilisent le campus et les campus cyberterritoriaux comme des endroits qui facilitent un peu leur montée en puissance sur la cybersécurité. Votre feuille de route, il y a plusieurs piliers, un certain nombre d'objectifs et d'actions, puisqu'il y a un plan d'action aussi qui a été édité. Quelles sont les 2 actions principales, les 2 actions majeures de 2026 ? Je m'attendais à ces questions, mais elle n'est pas évidente parce que c'est vraiment une feuille de route qui est extrêmement riche. Alors, si je devais en retenir, peut-être la première, c'est déjà de faire en sorte que nos résidents et nos membres soient heureux, qu'ils aient un taux de satisfaction très élevé, qu'ils soient ravis d'être sur le campus, qu'ils y trouvent de la valeur. Et donc, action numéro 1, c'est vraiment de faire émerger un écosystème, réellement une communauté d'acteurs ici, qui va au-delà de leur simple réunion physique. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, je dirais, c'est justement de faire en sorte d'interconnecter davantage les écosystèmes cyber européens. Et là, il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'acteurs qui arrivent à fédérer les énergies par-delà les frontières. Donc, on a la chance en France d'avoir un petit temps d'avance par rapport à nos amis européens et donc d'utiliser le campus cyber comme une plateforme qui permet de connecter nos startups, nos PME à des grands acheteurs, des grands comptes polonais, italiens, espagnols, allemands et autres. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on veut apporter dès 2026 au campus. Merci beaucoup, Geoffrey Célestin Urbain, d'avoir partagé avec nous quelques-uns des éléments de cette feuille de route. Évidemment, une actualité qu'on va suivre tout au long de l'année 2026 à vos côtés. Général Perrotte, on parle avec vous évidemment de l'un des autres piliers essentiels pour cette autonomie stratégique. On parle évidemment de technologie. Alors, on parle de technologie émergente, on parle évidemment de technologie de rupture aussi. Évidemment, derrière cela, l'intelligence artificielle, ça va sans dire. C'est une véritable opportunité pour nos institutions, pour nos entreprises, pour nos organisations. Il faut donc investir, miser dessus. En quoi c'est une véritable opportunité pour vous ? L'atout principal de l'intelligence artificielle, c'est la performance. La réponse est assez simple. Ça permet d'être plus performant pour les institutions publiques comme pour les entreprises privées. Et performant sur les différentes strates que sont la stratégie, pour satisfaire aux besoins d'anticipation par la capacité prédictive de l'IA, sur le besoin tactique pour être capable de concevoir les actions par la capacité de simulation de l'intelligence artificielle, et sur le besoin opérationnel ou le besoin métier par l'exécution de l'action et notamment la capacité de célérité de l'intelligence artificielle. On est ici au campus cyber. Faire face aux attaques cyber, il n'y a pas mieux que l'intelligence artificielle
tout au moins dans la partie défensive. Mais il y a certaines conditions à cela. Les conditions, elles sont déjà d'avoir une vision, de savoir où l'on va en matière d'intelligence artificielle pour éviter les mésusages, pour éviter les atteintes aux libertés individuelles. Il faut être capable de disposer de compétences réelles. Parce que là encore, les compétences ne doivent pas être artificielles, elles doivent être bien réelles et s'appuyer sur ce socle de compétences réelles, là encore, dans les institutions publiques comme dans les entreprises. Et la troisième condition, elle a été énoncée, c'est effectivement jouer collectif. On peut mutualiser aujourd'hui un certain nombre d'infrastructures, on peut mutualiser certains besoins pour effectivement travailler tous ensemble. Et je crois que sur ces 3 points-là, ça pourrait largement nous aider à progresser en IA. À progresser en IA, également la réglementation. On sait que nous aimons ça en Europe et en France notamment. Il y a l'AI Act, notamment, dont on parle beaucoup. Alors, il y a à la fois une opportunité, on l'évoquait à l'instant, derrière la réglementation, et puis il y a aussi cette notion d'être en capacité quand même de pouvoir prendre des risques et donc de ne pas freiner l'innovation. Vous l'évoquiez à l'instant. Comment est-ce qu'on arrive à placer l'équilibre entre les deux, faire que la réglementation est une opportunité et ne nous freine pas dans cet élan? C'est le double objectif de la réglementation européenne en IA. C'est quoi une réglementation? En fait, une réglementation, c'est une capacité à protéger nos valeurs. Vous savez, en IA, il y a une réglementation aux États-Unis, il y a une réglementation en Chine, il y a une réglementation en Inde. Et ce ne sont pas les mêmes réglementations. Tout simplement parce que nous ne partageons pas forcément les mêmes valeurs. Et donc, cette notion, elle participe à la souveraineté européenne. Ça ne veut pas dire que toute la souveraineté doit être européenne, mais en IA, mais il y a une grande partie qui peut l'être. Mais là encore, cette réglementation, elle doit être applicable. C'est-à-dire qu'elle doit embrasser les usages présents comme à venir. Se limiter aux usages présents, c'est ne pas être capable d'anticiper les world models de Yann Lequin, l'autonomie générée par les large action models, donc ces agents de l'IA. Donc là aussi, c'est un point important de cette réglementation. Et cette réglementation, elle doit être lisible, c'est-à-dire compréhensible. Compréhensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réglementation d'intelligence artificielle, ce n'est pas la réglementation de type RGPD. L'IA, elle est extrêmement évolutive. Et donc, il faut avoir... Cette réglementation, elle a été construite comme telle. C'est une réglementation ouverte à l'interprétation. Et on doit l'exploiter comme telle. Si on s'enferme dans une réglementation plus propre au RGPD, qui est très procédurière, on risque de freiner l'innovation. Donc vous voyez, on est quand même sur un fil d'équilibre qui n'est pas toujours facile à tenir. Et c'est aussi ce qui fait qu'on est dans une époque charnière où beaucoup d'entreprises attendent, beaucoup d'entreprises regardent. Et je crois qu'il faut en fait arrêter de regarder et passer à la vitesse supérieure et accélérer. On accélère et on passe à l'action. S'il y en avait 2 à mettre en œuvre en 2026, quelles seraient-elles? Alors, je dirais que la première action, c'est de passer au stade de la maturité. C'est-à-dire qu'il faut agir différemment. Je vais vous prendre un exemple concret. Aujourd'hui, on s'embarque tous vers les larges modèles de langage, ces IA génératives, fondées sur énormément de données. Et on prend des modèles faits par des entreprises américaines, Meta, OpenAI. On les internalise dans nos systèmes. Je préférerais qu'en 2026, on adresse les petits modèles de langage bien plus adaptés à nos besoins. Dans le domaine de la sécurité intérieure, on a des besoins judiciaires, on a des besoins de sécurité publique. Dans le domaine de l'entreprise, on peut avoir des besoins en termes de logistique. Eh bien, on peut avoir des modèles adaptés à tout cela. L'avantage de ces modèles, c'est que la facture RSE, elle est moindre. L'avantage de ces modèles, c'est qu'ils sont beaucoup plus accessibles en termes de coûts, parce qu'ils nécessitent moins d'investissement en termes de capacité de calcul. Première action, gagner en maturité. Et la deuxième action, qui rejoint un peu cela, investir. Et ça, c'est un peu la difficulté aujourd'hui. C'est investir en IA, c'est nous rendre souverains, non pas en IA, nous rendre souverains tout court, parce que l'IA irrigue tous les domaines d'activité, en médecine, en finance, en sécurité, en défense. Ne pas être souverain en IA, c'est oublier sa souveraineté pour demain. Et je crois que c'est un enjeu essentiel de prendre conscience de cette nécessité d'orienter les investissements dans la bonne direction, notamment vers les infrastructures. Bien, Général, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Geoffrey Célestin Urbain, merci également d'avoir été à nos côtés. C'était un plaisir de vous accueillir et de parler autonomie stratégique avec vous. Très belle journée, merci beaucoup. Merci.
Nous venons de parler financement et investissement. On continue et on revient sur cette dimension évidemment stratégique, tout comme les compétences pour conquérir ou reconquérir notre souveraineté et notre autonomie stratégique. Et je vois que mes deux invités sont déjà là et me rejoignent pour poursuivre cette séquence. Merci beaucoup à tous les deux. François Lavaste et Pierre Perrand, merci beaucoup d'être avec nous sur cette séquence. François Lavaste, on débute avec vous. Alors, on en parlait avec le général Perrotte à l'instant, on parlait d'investissement, on parlait évidemment envers l'intelligence artificielle. Nous, on va parler plus globalement de la cybersécurité, mais les financements aujourd'hui sont absolument clés pour pouvoir adresser cet enjeu de souveraineté, cette autonomie stratégique. On a besoin de moyens, les a-t-on aujourd'hui pour accompagner les entreprises et notamment les ETI et les PME pour qu'elles puissent passer à l'échelle? Alors, je pense qu'on est dans une situation qui est bien meilleure que celle dans laquelle on était il y a 5 ou 6 ans. En fait, en 2019, Tikehau Capital a lancé le premier fonds dédié à l'investissement en capital dans la cybersécurité en France. C'est devenu le plus gros fonds en Europe dans le domaine, mais à l'époque, on était les premiers, on était vraiment pionniers. Et depuis, l'écosystème du financement de la cybersécurité en Europe s'est structuré de façon spectaculaire. Ça a commencé en France avec le lancement d'Aurega Cyberventure, la levée de fonds d'Axeléo Capital pour la cyber en particulier, et puis l'année dernière, Saigo, un start-up studio dédié à la cybersécurité qui a été lancé et qui a levé 5 millions d'euros. Ça a été le cas dans d'autres pays en Europe aussi, avec Osni Capital, qui a été le premier fonds d'amorçage en Angleterre, lancé l'année dernière avec 50 millions de livres sterling. Donc on voit que l'écosystème se structure, que le financement aux différents stades de maturité des entreprises, de la création aux start-up et aux scale-up, se structure. Maintenant, Tikehau Capital, par exemple, a plus de 500 millions d'euros sous gestion dans cette stratégie cybersécurité destinée à accompagner les entreprises européennes du domaine. Donc ça, ce sont des volumes qui permettent d'adresser cette maturité du marché? Oui, alors on voit que le marché a évolué aussi. Donc la chaîne du financement a évolué et s'est améliorée, s'est structurée. Au niveau des entreprises, on a publié depuis, ça va être la 7e édition cette année, le baromètre de l'investissement européen en cybersécurité, en partenariat avec le Forum InCyber et donc publié par Tikehau Capital. Les quelques chiffres, je vais pas révéler les tendances parce qu'on publie le baromètre à l'occasion du salon du Forum international à Lille, et mais nous y serons. Quelques chiffres quand même qui sont de notoriété publique. Donc on a eu une stabilité du nombre de tours de table en France, 25 tours de table et de financement d'entreprises cyber l'année dernière. On a un montant total de financement qui dépasse les 250 millions d'euros. Donc ça, c'est une légère baisse par rapport à 2024, mais malgré tout, une tendance intéressante. Et puis, une autre tendance qu'on suit et qui est très intéressante, c'est la consolidation du marché. Donc on a un marché, historiquement, c'est bien connu, très fragmenté, beaucoup de toutes petites sociétés innovantes. Mais pour répondre aux besoins des clients qui veulent parfois acheter des solutions souveraines ou des solutions de résilience européenne et pas seulement des solutions internationales, il faut que les fournisseurs eux-mêmes soient dimensionnés pour accompagner les grands groupes, les grandes entreprises ou les grandes administrations. Et donc on a un mouvement de consolidation qui s'est accéléré. L'année dernière, il y a eu 18 acquisitions en France. C'est 50% de plus que l'année précédente. C'est essentiellement des acquisitions qui ont été réalisées en France. 56% de ces 18 acquisitions ont été faites par des sociétés françaises, 36% par des sociétés européennes et 11% par des sociétés américaines. Donc on garde une notion de consolidation européenne qui s'accélère dans un marché du financement qui est stable en termes de nombre de levées, en légère baisse, mais c'est ponctuel, je pense, sur la France l'année dernière. Alors cette consolidation, cette mutualisation, c'est évidemment un appel à vœux important en matière de derrière cette solidarité européenne qui est aujourd'hui érigée comme essentielle. Est-ce qu'on peut dire un mot notamment de cette fameuse plateforme européenne de financement dont on a entendu parler? On en est où? Alors, je fais partie de l'association de la cybersécurité européenne, EXO, European Cyber Security Organization, qui est la voix de l'écosystème européen dans la cyber. Donc il y a différents membres qui viennent d'universités, de laboratoires de recherche, les autorités nationales, les grands groupes, des startups, et une communauté du financement qui s'est structurée au cours des dernières années, reflétant ce que je disais sur la maturité du marché. Depuis à peu près 3 ans maintenant, EXO fait la promotion d'une idée qui est toute simple, c'est de dire que l'Europe doit mutualiser ses moyens en termes de financement, lancer une initiative qui s'appelle donc, qu'on a baptisée European Cyber Security Investment Platform, ESIP.
une notion de fonds, donc un fonds européen qui alimenterait les fonds nationaux dédiés à la cybersécurité. On a depuis quelques années, comme je le mentionnais, une structuration du marché avec des banques nationales qui ont souvent aidé, comme BPI France, souvent financé des fonds d'investissement. Ça a été le cas pour Tikehau Capital et les autres acteurs de la chaîne de valeur français. Et puis en Allemagne, c'est la même chose. Aux Pays-Bas, c'est la même chose. Mais on a besoin d'une structure de fonds européens qui va ensuite, par capillarité, alimenter les fonds nationaux qui eux-mêmes vont finalement investir dans l'écosystème des startups, des scale-up européennes de la cyber et de la résilience numérique, terme qui convient bien à l'influence qu'a le sujet de la défense, qui a été très clairement un sujet porteur au cours de l'année dernière en termes d'investissement, et où on retrouve la cybersécurité, puisque défense et dualité dans la cybersécurité, c'est quasiment naturel. On reviendra évidemment tout au long de cette année 2026 sur ce sujet, notamment de la plateforme et puis de la consolidation et de cette montée en maturité du marché. Merci beaucoup François Lavaz d'avoir répondu à mes questions. Derrière ce sujet des financements, derrière cette notion de maîtrise des technologies, on l'a évoqué, puis de cet enjeu de gouvernance et de collectif, il y a évidemment un fil conducteur qui sont les compétences. Sans compétences, difficile de pouvoir performer en matière de cybersécurité. Alors on le sait, il y a un constat, Pierre Parent, c'est effectivement une pénurie de talents. Alors ce n'est pas propre à la France, c'est propre à l'ensemble du monde, mais au-delà de cette pénurie, on a aussi besoin de nouvelles compétences parce qu'on l'a compris, le monde de la cyber évolue très vite. On a beaucoup parlé de géopolitique, on parle d'intelligence économique et on voit qu'effectivement l'ensemble des compétences, des savoir-faire et des savoir-être de ces futurs RSSI doivent évoluer. Comment est-ce que vous adressez cet enjeu de compétences au sein de l'EPITA notamment ? Oui, effectivement, la stratégie nationale cyber a été publiée la semaine dernière et elle se base sur 5 piliers, dont le premier, effectivement, l'ambition d'être vraiment en France pilier en termes de vivier de compétences en cybersécurité. Les 4 autres piliers étant de protéger les entreprises, la nation, et d'apporter la sécurité en Europe et à l'international, tout en gardant la maîtrise vraiment de la technologie et de la sécurité des technologies qu'on déploie. Les deux grands axes de compétences qui sont indispensables, c'est effectivement à la fois cette maîtrise de la technologie et la capacité à maîtriser les menaces, maîtriser l'évolution des menaces. Et c'est pour ça qu'on va travailler à l'EPITA à la fois pour former des gens qui sont vraiment des spécialistes du logiciel et qui vont connaître ces logiciels qui sont vraiment l'endroit où vont se situer les vulnérabilités les plus critiques, et tout en apportant les compétences aux étudiants et aux jeunes diplômés de manière à ce qu'ils soient capables de suivre les menaces, de maintenir à jour ces bases de menaces et d'y répondre au travers de compétences autour de ce qu'on appelle donc la threat intelligence, donc le renseignement sur les menaces, le renseignement en source ouverte, la gestion de crise. Est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce que ça pourrait être un devenir d'ajouter par exemple des travaux pratiques en matière d'intelligence économique ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des unités de valeur ou des cours dédiés à la géopolitique par exemple ? Ou encore est-ce qu'on intègre des notions de business dans les parcours des futurs ingénieurs qui pourraient effectivement leur permettre de mieux adresser les enjeux stratégiques qu'ils vont devoir gérer dans leurs entreprises ou institutions à venir ? Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont déjà en place, à la fois sous forme de mineurs, parce qu'il y a des mineurs qui sont proposés donc en parallèle des majeurs cybersécurité ou autres, aux étudiants de l'EPITA en particulier pour les filières ingénieurs, sur l'intelligence économique, sur la géopolitique, sur différents aspects de la responsabilité sociétale, et qui vont renforcer ces compétences technologiques. Quels sont aujourd'hui les nouveaux profils vers lesquels vous pourriez vous diriger, vous et les différentes écoles, pour permettre aux entreprises de bénéficier de ces futurs experts en matière de cybersécurité, alors experts protéiformes, si je puis dire, puisqu'ils ont de multiples compétences à leur actif, mais aussi peut-être comment mieux irriguer ces enjeux de cybersécurité auprès de l'ensemble des collaborateurs dans les entreprises. Oui, on va vraiment travailler sur le couplage entre les compétences, la maîtrise de l'infrastructure technique et la capacité à déployer en responsabilité pour répondre à ces enjeux
d'autonomie stratégique. Par exemple, la majeure système réseau de sécurité, qui est l'une des majeures historiques de l'EPITA, travaille vraiment à la fois sur le pilotage de bout en bout d'une infrastructure complète en apportant des capacités, des compétences opérationnelles à la fois en défense et en attaque, parce qu'il faut bien connaître les menaces pour être capable d'y répondre. Et la majeure cybersécurité et système, dont je m'occupe, qui est en alternance, a ouvert cette année vraiment à la fois les missions et les recrutements à des profils issus de la gouvernance, de manière à être capable vraiment de coupler l'alignement avec la gouvernance. On aime bien être aligné avec les référentiels, mais il faut que ça serve les enjeux économiques des organisations, de manière à pouvoir déployer de manière pragmatique les solutions techniques dans les organisations. Et on comprend aujourd'hui que les formations sont au plus près des exigences de réalité du monde de l'entreprise et des institutions qui vont accueillir ces jeunes étudiants que vous formez. Merci beaucoup Pierre Parent. François Lavaste, merci également d'avoir été notre invité. C'était un plaisir de vous accueillir à mes côtés dans cette émission 56 minutes cyber. On suivra bien sûr votre actualité tout au long de l'année 2026.